Vous allez bien ce matin? Pas pire. Alors, si vous allez si bien, j'aimerais ça voir tous vos cœurs allumés. Ça clignote, c'est beau. Continuez, ça augmente. Alors, vous savez, vos petits cœurs, là, pour marquer votre appréciation dans soit les conférences plénières, soit vos ateliers, faites-les fonctionner pour démontrer que vous allez bien, puis que... Hein? Ah, c'est super beau, j'ai une super de belle vue d'ici, là. Bravo. Alors, quelques petites notes avant de commencer officiellement. Donc, n'oubliez pas de remplir vos évaluations. N'oubliez pas d'aller rencontrer nos exposants. Il y a le libraire aussi. Alors, n'oubliez pas toutes les choses qu'on a mises en place autour du congrès là, pour faciliter des choses. Hier soir, nous avons eu notre assemblée générale. Alors, merci à tous ceux qui se sont présentés. On était vraiment un bon nombre. Je peux vous dire qu'on a maintenant, on devrait avoir la diapo là, qui devrait arriver. Alors, le conseil d'administration a été comblé. On avait un poste de disponible. Alors, c'est Mme Joanne Audette, une travailleuse sociale de Québec, qui se joint au conseil d'administration cette année. Joanne, est-ce que tu es dans la salle? OK. Alors, c'est Joanne qui se joint à nous. Et le conseil exécutif a été réélu comme il était, donc je suis restée à la présidence avec... Merci. Alors, Marlène Côté à la vice-présidence, Dr. Christiane Martel à la trésorerie et M. Gilles Bradette comme secrétaire. Donc, c'est votre nouveau conseil d'administration 2015-2016. Et nous continuerons de travailler pour vous. Nous sommes vraiment en démarche. Ça fonctionne bien, nos choses. Une autre petite chose aussi qui s'est rajoutée au diaporama qui passe, c'est une pétition pour l'assurance-emploi. Contribuer à faire changer les choses pour l'avenir en signant la pétition nationale sur l'assurance-emploi. Donc, au kiosque Coalition Priorité Cancer, le numéro 2 qui est tout proche ici, là, dans le corridor. Donc, n'hésitez pas à aller signer la pétition. Donc, ce matin, nous avons le privilège au réseau, et je dirais l'honneur aussi, d'offrir et de donner un prix reconnaissance dans l'année à quelqu'un qui s'est démarqué ou à une organisation. Donc, cette année, le prix reconnaissance du réseau des soins palliatifs 2004-15 sera offert au Dr. Patrick Vinet. Viens me rejoindre. Tranquillement. Alors, pendant qu'il se joint à moi, alors je peux vous dire, de 2004 à 2008, Dr. Vinet a œuvré à temps plein comme membre du service de soins palliatifs du CHUM, puis comme chef de service de 2009 à 2013. Il est néphrologue et docteur en biochimie, avec un post-doctorat en recherche métabolique. Il a fait une recherche fondamentale pendant au moins une quinzaine d'années.
Ses compétences originales lui ont permis d'enrichir les connaissances en soins palliatifs de façon très importante, particulièrement en physiologie de la fin de vie et du mourir et en pharmacologie du traitement de la douleur. Il a publié des livres, il a fait des conférences, il a enseigné. Et depuis 2011, il est aussi impliqué comme président de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, société dont le but principal concerne la formation continue des médecins. Il est certain que l'impact de son travail a été considérable sur la qualité des soins palliatifs offerts partout au Québec. Au plan social et communautaire, c'est plus de 200 conférences, des papiers, des volumes sur peut-être des thèmes que vous connaissez, entre autres un que j'utilise souvent en formation là-bas, c'est l'éloge de l'impuissance chez les intervenants et chez les familles. Ça, c'est vraiment un bijou. En résonance au cœur des soins, et qui n'a pas lu Ombre et lumière sur la fin de vie. En 2009, il s'implique avec ténacité à titre du président du conseil d'administration pour ouvrir une maison de soins palliatifs dans l'est de Montréal. Il est tenace. Lâchez pas. Hein? En bref, le Dr. Finet nous a démontré que la science est importante en soins palliatifs comme dans les autres disciplines médicales, mais il a tout autant consolidé l'importance en soins palliatifs de l'accompagnement, de la promotion de l'homme jusqu'au dernier souffle. Son implication et son dévouement nous ont inspirés. Lorsque l'on parle d'accompagnement en soins palliatifs, on parle de savoir, on parle de cœur, et c'est de vous que l'on parle. Dr. Finet, vous êtes un cœur sur la main. Permettez-moi de remercier le réseau de ce geste qu'il vient de poser, qui me touche beaucoup. Je voudrais remercier ici, parce que vous savez, je vous dois des remerciements. D'abord, je les dois à mon épouse, qui a toujours été avec moi un moteur extraordinaire. Mais aussi, je les dois à chacun d'entre vous. Voyez-vous, moi, je suis dans les soins palliatifs pour une 3e carrière, une fin de carrière. C'est une réalité nouvelle. Et pour faire un médecin généraliste et un médecin palliatiste avec un médecin spécialiste, c'est très difficile. Et cette difficulté, je l'ai surmontée grâce à vous, parce que j'ai trouvé dans ce réseau un ensemble de personnes attachantes, ouvertes, intéressantes, intéressées à l'humanité, intéressées à l'accompagnement, sensibles, vivantes. Et je pense que je vous dois ce surplus de vie. Merci. On a fait un bon choix, hein? Ah! Merci. Alors, pour poursuivre, c'est la bourse du réseau qui va être annoncée par un membre du conseil d'administration, notre beau Georges-Émile Bourgault, avec Francine Lamontagne de la Société canadienne du cancer. Alors, je les invite à venir nous parler. Albert vient de me demander, j'ai-tu dit ton nom comme il faut? J'ai dit non. C'est Mélanie Champagne.
Mais remarquez que c'est presque Francine Lamontagne, c'est très, très proche. Elle n'écoute pas, c'est parfait comme ça. Avant de remettre la bourse, je voulais juste souligner l'excellence de ce congrès-là, année après année. Ça me fait vraiment plaisir que la Société canadienne du cancer y soit associée à la remise de cette bourse-là. C'est vraiment un congrès d'une grande qualité. Vous le savez peut-être, la Société canadienne du cancer ratisse assez large. On a un intérêt pour tous les cancers et tout le continuum du cancer et on est partout sur le territoire québécois. J'aimerais juste rappeler que ce travail-là et la bourse qui est remise aujourd'hui, c'est à cause de l'implication quand même de milliers de bénévoles et surtout de milliers de donateurs qui donnent, le don moyen pour nous, c'est 20 $. Donc, peut-être que la bourse de 5 000 $, c'est modeste, mais c'est quand même beaucoup de 20 $ qui permettent de donner cette bourse-là. Ça fait déjà plus de 20 ans que la Société canadienne du cancer investit dans la recherche en soins palliatifs. Mais c'est assez récent qu'on a commencé à déployer des efforts pour défendre l'accès et le droit aux soins palliatifs pour tous les Québécois qui en ont besoin. On a invité récemment les citoyens à écrire au ministre de la Santé. À ce sujet-là, ils sont près de 35 000 personnes qui ont envoyé au Dr Barrett une carte postale réclamant plus de soins palliatifs pour tous, partout et plus tôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans l'immédiat? Ça veut dire un plan de développement des soins palliatifs qui est complet et qui est financé. Et on nous dit là, que c'est attendu sous peu. Donc, on a bien hâte de prendre connaissance de ça. Pour revenir à la bourse, l'un des grands défis qui est toujours identifié par les intervenants, on en a entendu parler hier aussi, c'est l'accès aux soins à domicile. Les gens qui ont écrit les 35 000 cartes postales nous ont beaucoup parlé aussi du désir d'avoir des soins palliatifs à domicile. Alors, c'est pour ça que le comité de la bourse a été interpellé par le projet qui a été choisi. J'invite Georges-Émile, en fait, à vous parler un peu des travaux du comité. Merci, Mélanie Francine. Alors, c'est sous la présidence d'Alain Legault, qui ne peut pas être ici aujourd'hui malheureusement, que le comité de la bourse s'est réuni pour examiner les candidatures. Et je trouve important de nommer les gens qui ont fait partie de ce comité-là. Il s'agit de Mme Marianne Laramé de la Société canadienne du cancer, mais également du conseil d'administration du Réseau québécois. Il y a Maryse Bouvette, Gilles Bradette et moi-même, Georges-Émile Bourgault. Alors, je serai bref. Ce qui nous a intéressés dans cette candidature pour la bourse, c'est d'abord la question des soins palliatifs à domicile, mais aussi le fait que c'est une préoccupation qui est très actuelle et qui concerne plusieurs professionnels, donc la notion d'interdisciplinarité, la notion donc de préoccupation très actuelle, très contemporaine, et l'impact potentiel positif d'une telle diffusion, tant en France et au Québec, parce que c'est un projet qui s'étendra en partenariat des deux côtés de l'océan. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué dans la qualité du projet. Et donc, par le titre, vous allez voir tout de suite que c'est très sérieux. Vivre sa fin de vie à domicile, regard croisé franco-québécois sur l'intensification des services en soins palliatifs à domicile jusqu'au décès. Écoutez, pour nous, ça a été presque unanime au comité. Alors, on a décidé de décerner cette bourse-là au professeur Serge Dumont. Et j'inviterai Dr Michel Lheureux, qui l'appuie également, tous deux de l'équipe de recherche Michel Sarrazin en onco-psychosocial et en soins palliatifs. On va dire tous les deux un très court mot. On nous a dit qu'on avait 2 minutes. Simplement vous dire que cette notion de coopération franco-québécoise, c'est un programme des ministères des Relations internationales du Québec et de la France pour supporter, encourager des projets de coopération. Alors, on a soumis un projet dont on vient de recevoir il n'y a pas longtemps la réponse à l'effet que
notre projet sur ce sujet était accepté. Et évidemment, c'est des sommes qui ne sont pas nécessairement suffisantes pour réaliser le projet. Puis, on est en train, par différentes sources, de faire un montage financier, dont la bourse du réseau qui arrive à point, et on est très contents. Je vais laisser Serge vous décrire le projet. Simplement vous mentionner que du côté québécois, l'équipe, le projet est piloté par Serge comme coordonnateur et moi-même comme institution partenaire, la Maison Michel Sarrazin. Et du côté français, c'est Dr Vincent Morel, qui est président de la Société française d'accompagnement palliatif, qui est l'institution partenaire, et Mme Jocelyne Wulschleger, qui est la coordonnatrice du projet, le pendant de Serge pour le Québec, et Mme Wulschleger, qui est ici présente au Congrès, et directrice du pôle soins palliatifs des diaconesses de Reuilly en France. Alors, je laisse Serge décrire le projet. Bonjour. D'abord, je profite de l'occasion pour remercier la Société canadienne du cancer pour ce soutien qui, je suis convaincu, va avoir un effet levier important pour permettre de porter ce projet-là, de lui donner toute la portée qu'on souhaite lui donner. Essentiellement, ça va être une danse en 3 temps. Alors, dans un premier temps, c'est faire un repérage et une synthèse des connaissances, des pratiques innovantes en termes de maintien à domicile, soutien maintien à domicile, tant du côté français que du côté québécois. Ça, c'est le premier pas de danse. Le deuxième pas de danse est une stratégie de transfert des connaissances qui va s'actualiser principalement dans le cadre du congrès du réseau l'année prochaine. Rendez-vous à Sherbrooke. Également le congrès de la SFAP en France à Dijon, en juin. Alors, stratégie de transfert des connaissances pour qu'on puisse se partager effectivement ces initiatives inspirantes de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis, la troisième pas de danse, bien, de part et d'autre, on va tenter d'implanter ce qui a été vraiment identifié comme inspirant de chaque côté. Bien, on va mutuellement faire ce partage-là. Donc, au Québec, mettre en place, soit comme projet pilote ou projet de démonstration, des initiatives qu'on aura repérées du côté français puis qui pourront nous permettre d'avancer ici au Québec. Et de la même façon, du côté français, bien, il y aura déploiement d'expériences québécoises qui auront été repérées comme étant significatives. Alors, une belle danse en 3 temps nous attend, puis ça nous donne aussi rendez-vous l'année prochaine pour partager avec vous tout ça. Alors, merci encore à la Société canadienne du cancer, puis merci au comité qui a évalué les projets. Alors, je dois me faire pardonner d'avoir mélangé le nom. Parlez-en au Dr Bigonès à l'Assemblée générale, ça a été encore pire. J'espère que la prochaine fois, quand je vais faire la fermeture, que je ne ferai pas d'erreur de nom, là, mais je vous promets rien. Alors, j'inviterai Dr Louise Lafontaine à poursuivre pour l'invitation à la conférence. Alors, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette 2e journée du Congrès. On va la souhaiter aussi belle que la première, c'est avec les commentaires que j'ai entendus. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir tous, chacune d'entre vous. Merci d'être présents. J'ai peut-être 2, 3 petites choses avant de présenter la plénière à vous mentionner. D'abord, peut-être Alberte l'oublie de mentionner pour la massothérapie, qui est les gens qui sont en massothérapie oncologique qui sont présents tout près là, de la librairie. On vous invite à aller les visiter. Également, une petite note, la 2e journée, c'est toujours un peu difficile de garder nos gens jusqu'à la fin. Alors, moi, j'aurais le goût de vous inviter à rester jusqu'à la fin, parce que c'est sûr que vous allez manquer d'extraordinaires choses si vous n'y êtes pas. Mais en plus, si vous êtes sur la route, puis que vous partez là, à la pause, vous allez arriver autour de Québec, puis il va y avoir plein de trafic. Alors, ça ne sera pas intéressant. Vous allez perdre du temps dans l'auto.
alors que vous pourriez rester ici et apprendre et vous amuser. Alors, s'il vous plaît, tous ceux qui le peuvent, restez avec nous, vous allez être gagnants. Alors, aussi, je rappelle l'importance de compléter vos évaluations. Alors, il me fait plaisir de vous inviter maintenant à l'écoute de la prochaine plénière intitulée « Voyage au bout de la nuit et retour », qui sera présentée par Mme Caroline Valentini et M. Gabriel Ringlet. En dernière partie de la plénière, Mme Joanne de Montigny nous partagera quelques réflexions suite à cette écoute et vous aurez aussi quelques minutes pour pouvoir interagir avec ces merveilleuses personnes. Alors, nous avons le plaisir et c'est un honneur de les accueillir aujourd'hui. Mais avant d'être à l'écoute de cette plénière, j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour nous préparer à cette écoute et ce partage. Seul dans ta chambre, seul dans ta tête, au bout de tes membres, tu gardes et tu jettes ce qui ressemble à ta silhouette. Tu voudrais choisir les moments d'ivresse et laisser partir tous ceux qui te blessent, mais tu n'es plus sûr de leur adresse. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le film au ralenti de ta vie, avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, qui ne parviennent jamais jusqu'à moi, jusqu'à moi. Yeah, yeah. Devant la télé, le son est fermé, juste des images embrouillées, des visages déconnectés. Devant la fenêtre, le rideau baissé, y a plus d'hiver, y a plus d'été, juste une lumière tamisée. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le film au ralenti de ta vie, avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, qui ne parviennent jamais jusqu'à moi, jusqu'à moi.
J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le film au ralenti de ta vie, avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. J'aimerais tellement ça que tu me dises les mots qui chantent dans ton église, les mots qui s'échappent par le toit, ne parviennent jamais jusqu'à moi. J'inviterai Madame Valentini, Monsieur Ringlet, Madame de Montigny à prendre place pour la plénière. Bonsoir à chacune et à... Bonjour, pardon. Mais non, mais c'est un voyage au bord de la nuit quand même. À chacune et à chacun d'entre vous, je voudrais particulièrement remercier le docteur Vinet parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est lui qui a suggéré notre venue ici. Nous étions rencontrés à Montréal déjà et en bien d'autres circonstances. J'étais particulièrement heureux personnellement de l'honneur qui lui a été fait tout à l'heure. Et nous sommes très heureux, Caroline, de nous retrouver dans ce magnifique pays que nous aimons tellement tous les deux. Ce magnifique pays qui est le pays de ma deuxième enfance. En fait, c'est vrai que je suis née 2 fois, une première fois en Belgique en 1974 et puis une seconde fois sur les rivages de l'Ouest canadien, à Victoria, entre 2001 et 2005. Donc je suis ravie, évidemment, de revenir dans mon pays d'adoption pour vous partager mon parcours. Et alors, dans ce beau pays, c'est pour que vous connaissiez les règles du jeu, hein. Tu me vous vois, je te tutoie, et ça nous va très bien. Et ça nous va très bien. Alors, ce que nous allons essayer pendant ce moment que nous allons partager à 3, puisqu'il y aura aussi une 3e partie, c'est à la fois, bien sûr, que j'interviewe Caroline sur son parcours, qu'à certains moments, nous élargissions un peu en direction des soins palliatifs, parce que moi, je suis davantage engagé sur ce terrain-là, mais aussi que vous puissiez entendre de temps à autre quelques extraits que Caroline vous proposera elle-même de son propre itinéraire. Mais pour nous lancer dans toute cette aventure, Caroline, et pour lancer notre entretien, je sais que tu souhaites vraiment nous partager une petite anecdote où il est question d'un certain autobus. Voilà. Alors, je voudrais vous raconter l'histoire du bus 88. Il y a 3 ans à peu près, j'ai changé de maison, j'ai déménagé, et donc j'ai dû changer mon itinéraire pour me rendre à l'université où j'étais étudiante en psychologie. J'avais repris une maîtrise en psychologie. Et donc, je ne connaissais pas du tout le parcours qu'allait faire le bus pour m'emmener à l'université. Je regarde sur Internet qu'il faut en effet que je prenne le bus 88. Et donc, le jour de la rentrée universitaire, je me tiens à l'arrêt de bus et je monte dans cet autobus. Et à un moment donné, quelle n'est pas ma surprise de constater qu'il s'arrête devant la clinique psychiatrique Notre-Dame-des-Anges, qui est en fait l'hôpital psychiatrique où j'avais passé 3 ans, entre mes 23 et mes 26 ans. Et je me dis d'abord, c'est pas vrai, je ne vais pas devoir m'arrêter tous les jours devant cet hôpital en me rendant à l'université. Et puis le bus repart.
Et de jour en jour, je n'avais pas le choix de toute façon, puisque j'étais en troisième année de psychologie, je n'avais pas envie d'arrêter mes études pour un itinéraire. De jour en jour, je me rends compte que l'autobus ne me laisse pas là et qui m'emmène vers le reste de ma vie. Tout ça pour souligner que les autobus ont des vertus psychothérapeutiques insoupçonnées parfois. Mais le chemin, le détour entre la patiente de cet hôpital psychiatrique et la passagère de l'autobus 88, le détour a été long, non seulement en temps, mais aussi en kilomètres, puisqu'il m'a emmenée jusqu'à l'Ouest canadien. Et c'est ce parcours-là qu'avec l'aide de Gabriel, je voudrais vous raconter. Alors avant d'en venir à ton itinéraire, il est peut-être important qu'on te dise 2 mots d'une histoire qui, paradoxalement, n'est pas si étrangère que cela avec les soins palliatifs. C'est vrai que, d'une certaine manière, paradoxalement, comme vous le dites, moi, ce n'était pas mon corps qui était en phase terminale, c'était mon esprit qui s'était mis à clignoter. Et mon corps était vivant, n'était pas malade jusqu'à ce que je devienne plus profondément anorexique, mais au départ, mon corps était en bonne santé, mais c'est mon esprit qui s'éloignait. Et donc, voilà, il y a quelque chose d'un lien à faire par rapport à ce qu'on fait ici ces 2 jours-ci. Et je vois aussi un lien avec le fait que le colloque s'appelle Chemin de création et que l'intégration des savoirs entre différentes disciplines peut prendre sens aussi de cette manière-là. Alors ton chemin n'a pas toujours été au bord du vide ni au bord de la nuit. Tu as vécu à Liège, très très belle ville en Belgique. Tu es d'une famille de 5 enfants, tu es l'aîné de cette famille. Tu étais une petite fille en pleine forme, non ? En pleine forme. J'étais d'ailleurs plus souvent sur les mains que sur les pieds. Je faisais beaucoup de gymnastique et pour des compatriotes de Guy Laliberté, vous savez ce que signifient les acrobaties. J'étais très souvent la tête à l'envers, mais d'une bonne manière à cette époque-là. On partait souvent en voyage, on avait une maison très ouverte, ma famille avait beaucoup d'amis et c'était une enfance très très heureuse. C'est vrai. Quand je n'étais pas sur les mains, j'étais dans les livres parce que j'adorais aussi la lecture, la littérature, l'art. C'était une très très belle enfance. Une petite fille joyeuse, une petite fille en pleine forme qui croque la vie à pleines dents et pourtant il y a déjà quelques fissures. Tu es inquiète, tu es une petite fille joyeuse mais inquiète. C'est vrai. Il y a quelques fissures qui se mettent à craqueler cet univers tout rond et plein de lumière. Mais ça va vous parler aussi. J'ai un ami, quand j'avais 12 ans, j'ai un ami qui est décédé en une nuit d'une crise cardiaque. Donc on ne savait pas du tout qu'il avait un problème de cœur. Et je pense que l'annonce de sa mort, le lendemain matin, m'a confrontée plus à la mort, je savais que la mort existait, mais à ma propre finitude, au fait que cet ami qui avait 12 ans comme moi, qui faisait du sport comme moi, pouvait mourir en une nuit. Ça a vraiment ouvert une brèche dans un univers qui jusque-là était lisse et sans inquiétude. Et puis voilà, à cause de cette mort-là, j'ai commencé à avoir des craintes un peu qui me forçaient à faire des petits rituels. Par exemple, si le livre que je lisais se terminait sur un mot qui ne convenait pas, qui pour moi était lié à la mort ou à l'obscurité, des choses comme ça, j'étais obligée de lire 10 pages de plus, par exemple. Ou bien en vacances, je sais bien que je m'étais souvent dit que j'allais laisser toutes ces idées bizarres qui avaient commencé à m'envahir dans le fond de la piscine. Et que quand je remonterais à la surface de la piscine, j'aurais laissé toutes ces idées ailleurs. Et puis te voilà dans l'enseignement secondaire, des études qui se déroulent, si j'ose dire, entre guillemets, normalement, mais tu ressens, c'est toi qui l'exprimes dans ton livre, tu ressens petit à petit, tu as 18 ans, tu ressens des sensations bizarres. Moi, je propose que tu nous lises un premier petit extrait, parce que je vous assure, c'est un livre aussi qui a une force littéraire exceptionnelle. Je fais une parenthèse ici, mais nous avons beaucoup de témoignages dans la vie de gens qui ont traversé des choses importantes. Il est très rare qu'ils en fassent en même temps une œuvre littéraire. Et tu as le don de la littérature, ça me réjouit beaucoup, beaucoup. Comment la littérature peut-elle dire la faille, peut-elle dire la fissure ? Nous avons fort besoin. Un petit extrait. Le bus me dépose au pied de la rue en lacets qui mène à la maison. J'aime bien monter cette côte après l'école. 15 minutes de marche en pente raide, et puis 5 minutes de faux plat, par tous les temps, dans un quartier boisé dont la sève prend une odeur différente à chaque saison. J'entame l'ascension. Une brise douce me traverse. Après quelques minutes, ma tête se met à tourner un peu. Je suis fatiguée, c'est la fin des examens et l'été sera le bienvenu. Je m'assieds 2 minutes sur un banc pour reprendre mon souffle.
Mais au moment où je m'assieds, le paysage s'assied avec moi. Les couleurs tombent, la brise se fige, l'odeur des arbres disparaît, comme ça, sans prévenir. Mon sang se retire loin de moi et une lame glacée s'infiltre sous ma peau. Je déteste ces moments que je commence à bien connaître. Je ne sais pas ce qu'ils signifient, et moins encore comment m'en défaire. Je me relève, il faut que je bouge. J'ai peur que la fixité soudaine ne m'englue. Je me remets à marcher de manière un peu frénétique. Va-t'en, froide immobilité. Je passe la main sur l'écorce d'un arbre, sur une haie, sur un muret. Je veux qu'ils me rassurent, que leur texture me parle. Je veux la solidité de l'écorce et son ancrage. Je veux la douceur de la haie, la légèreté des feuilles. Je veux la rugosité du muret, la chaleur emmagasinée. Si je comprends bien, Caroline, l'inquiétude gagne du terrain à ce moment-là. C'est vrai, je suis partie en vacances scolaires en Grèce et j'ai commencé à avoir des sensations un peu étranges. En fait, je savais qu'on pouvait justement mourir d'un cancer, avoir un accident de voiture, des choses comme ça, mais je ne savais pas que la fracture pouvait se passer dans la tête. J'avais même jamais vraiment remarqué qu'on avait un esprit. On est corps quand on est jeune, on est corps et esprit tout unifiés. Et petit à petit, j'ai commencé à sentir une dissociation entre mon corps, qui petit à petit m'apparaissait un peu comme étranger, et mon esprit. Et je me rappelle qu'en Grèce, justement, on était à table avec les amis, on faisait la fête, on avait 17 ans, et j'avais l'impression que j'observais la conversation depuis le haut de la table. C'était voilà, des sensations qui m'inquiétaient, comme un peu un genre de dépersonnalisation par moment. Puis j'avais aussi mon cœur qui s'accélérait la nuit, j'avais des crises d'angoisse, des crises de cœur, j'appelais ça, je ne savais pas ce que c'était, je pensais que je risquais d'avoir un problème cardiaque. En fait, il n'en était rien, mais ça m'inquiétait très très fort de m'éveiller la nuit avec le cœur qui s'emballait comme ça. Voilà, une fois aussi au sport d'hiver, on était en pleine montagne magnifique avec des amis, et il y a un monsieur à côté de moi qui avait peut-être 80 ans, qui me regarde à un moment donné et qui dit « Ah, ça, c'est la vie, non ?» Et moi, je lui ai répondu « Oui, bien sûr, mais je ne savais plus trop ce que c'était d'être connecté au monde et ce que c'était la vie. » Ça m'avait fort inquiétée, parce qu'être en montagne, faire du sport, skier, c'était quelque chose que j'adorais, et je ne parvenais plus à bien être en lien avec ça. Oui, donc voilà, il y avait des sensations comme ça qui m'inquiétaient. Si je regardais un film ou que j'étais avec des amis, j'essayais de me poser la question de comment j'aurais vécu le film ou la relation l'année d'avant, quand j'étais encore bien liée à ce qui paraissait naturel, pour essayer de pouvoir être en lien avec les gens de manière naturelle, alors que le naturel s'en allait. Et comment est-ce que tu arrives à étudier quand même dans ces conditions-là, parce que tu vas entamer des études supérieures? Oui, ça devenait un peu compliqué. Donc j'ai commencé l'éducation physique parce que quand je faisais du sport, ma tête et mon corps se reconnectaient bien. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais faire du sport, peu importe ce à quoi ça mène comme métier. Mais même ça devenait compliqué parce que j'étais comme envahie par une pensée qui ne m'appartenait plus trop. Et parfois, sur le terrain de volley, je laissais tomber la balle de volley à côté de moi parce que je n'avais pas le réflexe d'aller la chercher, tellement j'étais détachée comme ça. Donc, j'ai abandonné mes études d'éducation physique et je me suis dit, je vais essayer de retrouver le cœur. J'avais vraiment cette impression de perdre l'essentiel, de perdre ce qui nous connecte, ce qui fait de nous des êtres humains. Et je me disais, l'intellectuel comme ça, parce qu'on faisait du sport à l'université en éducation physique, mais on devait aussi beaucoup étudier. Et je me suis dit, peut-être que d'être dans le lien avec la fragilité, ça va me ramener à mon essentiel. Et donc, je me suis inscrite comme assistante bénévole à l'Arche. Vous connaissez bien Jean Vanier. Et donc, j'ai passé 1 an dans un foyer de l'Arche à Bruxelles pour essayer de revenir un peu à ma terre, comme ça que je perdais. Mais voilà, après ça, j'avais 22 ans. Il fallait quand même bien que j'imagine ce que j'allais faire de ma vie. Et donc, je me suis inscrite dans un programme de littérature française à l'université toujours. Mais voilà, ça restait très, très difficile. Tellement difficile qu'un jour, tu viens trouver le vice-recteur. C'est pour ça que je le vous vois. C'était mon vice-recteur. Non, mais pour que vous compreniez, mais c'est important, c'est un véritable tournant, et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Moi, j'étais vice-recteur de l'université de Louvain, j'avais des dizaines de milliers d'étudiants, mais le vice-recteur a un privilège atroce. Il est le seul à pouvoir décider que quand un étudiant est en grande situation d'échec, il poursuit ses études ou il les arrête. Quand toutes les portes se sont fermées, il en reste une toute dernière,
celle du vice-recteur qui a un peu, pardonnez-moi l'expression, le droit de vie ou de mort sur l'avenir universitaire de quelqu'un. Elle est en échec répété, elle s'amène chez moi pour demander cette autorisation de poursuivre contre toutes les règles. Et je vois un parcours tellement brillant que je ne comprends pas pourquoi le cheval ne saute plus l'obstacle. Et avec toute mon équipe, nous prenons le pari qu'elle peut continuer ses études. Et elle me quitte, elle m'a d'ailleurs donné une photocopie de ma lettre il y a quelques jours, de la lettre de l'époque. Elle me quitte avec cette autorisation et elle disparaît pas tout à fait dans les études, Caroline. À cette Je époque-là, ne la verrai plus. Oui. À cette époque-là, je pars en échange universitaire, donc grâce à l'autorisation de poursuivre, malgré le fait que étudier devient très difficile parce qu'il y a le monde à l'extérieur qui est plein de sollicitations, mes syllabies sont le monde à l'extérieur plein de sollicitations, et puis il y a ma tête avec une pensée pleine de sollicitations qui ne m'appartient plus. Et de confronter les deux mondes, de faire place intérieurement pour accueillir mes études, ça devient impossible, c'est comme si les deux mondes étaient devenus imperméables l'un à l'autre. Et c'est comme étudier du latin dans une boîte de nuit. C'est comme devoir se donner à quelque chose d'intellectuel avec du bruit partout. Ça devenait vraiment compliqué. Et je pars quand même en échange universitaire, parce que l'université me l'avait proposé, en me disant peut-être que ça va faire un changement de décor et qu'un changement radical va m'aider à sortir encore une fois de toutes ces pensées-là. C'était la même chose que sortir de la piscine à 12 ans. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Où que je sois, maintenant ça m'accompagne. J'ai 23 ans à l'époque. Et voilà, comme personne ne me connaît et que je ne dois plus faire semblant que ça va, je me cache dans ma chambre d'étudiante en Espagne et je ne sors quasiment plus. Et à partir de là, les choses se spiralisent un peu vers le bas parce que je ne dois plus faire semblant que je suis comme j'ai toujours été. Voilà. Et alors quand tu me quittes, tu vas aussi, et ça il faut peut-être que tu en dises un tout petit mot, entrer dans une communauté contemplative. Voilà, Qu'est-ce que tu allais faire là? Je me le demande encore aujourd'hui. Vous l'imaginez, hein? C'est vrai. En fait, en revenant d'Espagne, avec justement tout ce bruit intérieur, etc., les études, c'est plus possible. Il n'y a qu'une chose qui m'appelle, c'est le silence. C'est pas tellement Dieu, c'est pas tellement les religieuses, etc. C'est le fait que dans cette communauté que je connais depuis quelques années, parce que j'allais y étudier pour certains examens avec des amis, il y a du silence. Et intérieurement, j'ai plus aucun silence. Et encore une fois, j'essaie de retrouver un essentiel qui ne soit pas pollué par l'abondance, par les 1001 choix qu'on a à faire quand même quand on est jeune. On se trouve face à une pléthore de choix incroyables. Et là-dedans, dans cette communauté, j'ai l'impression de pouvoir mettre mes mains dans la terre au potager, de pouvoir manger de la bonne soupe préparée par les sœurs qui sont quand même très très chaleureuses au réfectoire. Et il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Alors le problème, c'est que petit à petit, en essayant de retrouver le cœur, je me mets à éliminer toutes les couches excédentaires. Et donc, je commence à moins manger en me disant, si je perds les couches extérieures, ça paraît logique, hein, finalement. Je trouve que j'avais quand même un bon réflexe, moi, quand j'y repense. Je me dis, voilà, si j'enlève les couches superficielles, je vais retrouver ce qui fait le cœur de nos vies. Et donc, je sais bien qu'à ce moment-là, je demande à ma maman, je lui demande quel poids j'avais à 12 ans. 12 ans, c'est l'histoire de la piscine et du petit garçon mort, etc. Je lui demande quel poids j'avais parce que j'ai l'impression que si je retrouve le poids, c'est une pensée tout à fait magique, hein, c'est pas rationnel, mais moi j'ai l'impression que ça pourrait peut-être m'aider à m'en sortir. Si je retrouve ce poids-là, j'échapperai à tous les envahissements. Et donc je commence à réduire tout, réduire les émotions, réduire le réconfort, réduire le corps à un maximum pour essayer de retrouver cet essentiel que j'ai perdu. Le problème, c'est qu'au plus je réduis tout ça, au plus je me perds. Ça ne s'arrange vraiment pas. Et te voilà à l'hôpital. Alors voilà, là où s'arrête le bus 88, on y est. Une cure de sommeil. C'est ça. Donc à l'époque, quand même, depuis 1 an ou 2, je vais voir une psychothérapeute, parce que quand on a une tumeur, on va voir un oncologue. Quand on a mal à la tête, on va voir un psychiatre, non? Et donc, je suis allée voir un psychiatre quand même quelques temps, qui me donne un peu des médicaments, etc., puis qui voit que les choses se spiralisent, que j'ai perdu beaucoup de poids, que je ne parviens plus à faire mes études. Donc, quand on regarde les diagnostics DSM, là, j'entre vraiment dans des choses qui méritent qu'on s'y attarde un peu. Et donc, le psychiatre me propose d'entrer à la clinique Notre-Dame-des-Anges, donc, qui est l'arrêt de bus 88. Et pour que je sois accompagnée par une équipe quand même habituée à décoder ces angoisses-là, ces envahissements de la pensée, etc. Et le plus noir de la nuit,
c'est quand on te descend dans les sous-sols de cet établissement. Elle va subir 18 séances d'électrochoc. Moi, je pensais que ça n'existait plus. Je trouve qu'ici, absolument, on doit écouter ce que tu écris dans ton livre de cette expérience. Ce sont des pages bouleversantes. Elle ne va pas tout vous lire, elle va vous en lire un tout petit extrait. Mais vu par Caroline ce qu'était cette descente aux enfers, je vous assure qu'on n'en sort pas tout à fait indemne après avoir lu ces pages-là. 2 infirmières empoignent ma civière et m'emmènent dans une petite salle éclairée d'une lumière crue. Je suis tétanisée. Je fixe aveuglément les seringues qui passent de main en main. Nous allons vous endormir. Vous ne sentirez rien. Vous vous réveillerez dans votre chambre. On m'attache un garrot. On me place des électrodes aux tempes. Quelque chose me pique le bras. Mes membres s'engourdissent. Mon esprit m'échappe. Les voix s'éloignent et puis plus rien. Où suis-je? Quel jour est-on? Que s'est-il passé? Je ne reconnais pas l'endroit où je suis. Qu'est-ce qui manque? Les yeux au plafond, je fouille les décombres de mes souvenirs. Trou noir. Je dois bien être quelque part. Une dame vêtue de blanc entre dans la pièce. « Ah, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous » Je n'en sais rien, perdue. Des images me reviennent par bribes. C'était ce matin, c'était il y a une éternité. Je vais dormir encore un peu. C'est terrible ce que tu racontes là. Est-ce que ça t'a quand même aidé? Donc en fait, quand même, c'était après 1 an et demi d'hôpital. Ça, on ne m'a pas fait des électrochocs tout de suite. J'ai d'abord été accompagnée par une prise en charge très médicalisée. Donc vous connaissez tout ça, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des neuroleptiques, des stabilisateurs de l'humeur. J'ai eu alors des cures de sommeil pour essayer que je pense de moins penser, pour me mettre dans un état un peu second, pour que la conscience soit un petit peu moins vive, puisque je ne supportais plus ma propre conscience. Donc j'ai eu des perfusions d'anafranil, d'antidépresseurs et de Valium pendant quand même quelques semaines. Et puis comme ça ne s'arrangeait pas, qu'on m'avait mis une sonde gastrique, que mon poids continuait à baisser, c'est là qu'on a choisi de me proposer des électrochocs. Donc la sismothérapie, qu'on appelle ça maintenant. Et je pense que c'était vraiment une solution du dernier recours, mais une solution du dernier recours comme peut le proposer un milieu qui a ça comme dernier recours. J'ai compris après qu'il aurait pu y avoir d'autres derniers recours. Mais à l'époque, non, ça ne m'a pas du tout aidée. Alors moi, je peux parler que de mon expérience à moi. Je sais que certains patients disent qu'une sismothérapie peut aider temporairement, même si les études montrent quand même que petit à petit, on rechute dans la plupart des cas. Mais moi, j'avais l'impression que mon esprit était dans un tel chantier et ma vie était dans un tel chantier que j'avais un champ immense à labourer et qu'avant les électrochocs, j'avais quand même encore un tracteur, mais qu'après les électrochocs, j'avais plus qu'une petite truelle. Donc le travail restait juste aussi immense, mais mes outils ne fonctionnaient plus parce que je ne me rappelais plus de ce que je faisais là, de ce que j'avais mangé la veille. Ça a vraiment des conséquences terribles sur la mémoire à court terme. Heureusement, ça se répare, mais on ne le sait pas à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que c'était terriblement difficile. Alors tu vas changer d'hôpital, tu vas changer de ville, tu vas changer de traitement, mais tu n'es bien nulle part. Tu n'es pas bien à l'hôpital, tu n'es pas bien à la maison, tu n'es pas bien en toi. Plus rien ne va. C'est vrai, je crois que j'aurais pu être aux Caraïbes ou dans un magnifique hôtel comme celui-ci. C'était l'intérieur qui était en guerre civile permanente, donc ça c'est difficile de ne plus pouvoir recevoir aucun réconfort de l'extérieur. Donc intérieurement, je ne pouvais me donner aucun réconfort, mais quand le soleil arrivait parce que c'était le printemps, ça ne me rejoignait plus. Quand quelqu'un me prenait dans ses bras pour me réconforter, ça ne me rejoignait plus. Donc il n'y a rien qui réconfortait. Donc un milieu ou l'autre, finalement, c'était plus ou moins pareil. Et à ce moment-là, c'est aussi un très très grand tournant et qui concerne directement ce que nous vivons ici. À ce moment-là, ta maman lance une bouteille à la mer et elle va parvenir à destination. Nous sommes en 2000 et tu arrives vraiment ailleurs. Ça, tu dois nous raconter. C'est vrai. Donc, dans le dernier hôpital où je me trouve, je peux de temps en temps sortir et aller me promener dans la ville. Et dans une librairie, je tombe sur un livre dont la couverture m'attire et je le ramène à l'hôpital. Et en lisant cet ouvrage d'une thérapeute canadienne qui s'appelle Peggy Claude-Pierre, je trouve vraiment dans ce qu'elle écrit quelque chose de terriblement semblable
par rapport à ce que je vis, mais qui n'utilise pas un diagnostic psychiatrique ou démotechnique, qui parle de la traversée humaine que je fais, qui parle de personnes assiégées, qui parle de soutien inconditionnel, qui parle de nuits sans fin, enfin qui parle de choses qui me touchent terriblement. Et donc je le donne à ma maman, qui à ce moment-là décide d'essayer de trouver l'adresse de cette clinique au Canada. Et donc elle parvient à contacter l'auteur qui, je ne sais pas moi, 15 jours, 3 semaines après, finit par nous téléphoner. Alors évidemment en pleine nuit, puisqu'avec le décalage horaire, hein, il y a 9 heures de décalage avec Victoria. Et donc ma mère vient me réveiller en disant « Ils ont de la place, on peut en tout cas aller les rencontrer ». Alors pour la petite histoire, c'est drôle parce qu'on savait que c'était quelque part qui s'appelait Victoria. Mais nous, en Belgique, hein, à 10 000 km de Victoria, on n'était pas très au courant de ce que pouvait être Victoria. Et donc ma mère va à l'agence de voyage pour acheter les billets d'avion. Et l'agent lui demande « Est-ce que vous allez à Victoria en Australie ou au Canada ?» En tout cas, on y va. Donc voilà, on a fini par comprendre que c'était au Canada, mais on partait vraiment ailleurs. Voilà, c'était la dernière chance. Alors, tu exprimes dans ton livre admirablement les premières fissures par où une toute petite lumière va peut-être se mettre à entrer. Je propose que nous écoutions ce que tu écris à ce propos-là. Caroline, murmure une voix. Taisez-vous, laissez-moi dormir. Caroline, that's your name, isn't it? J'ouvre vaguement les yeux. Une dame blonde est assise dans le fauteuil en face de moi. Je la regarde à travers les restes de pluie qui mouillent ses cheveux, à travers les brumes de Valium de mon propre cerveau. Elle me regarde aussi. Hey, dit-elle. Bonjour. Je m'assieds lentement, me passe une main dans les cheveux pour essayer d'y remettre un peu d'ordre. Je suis Peggy. Instinctivement, je baisse la tête. Je sais, j'ai lu votre livre. Comment s'est passé le voyage? Mal. Elle hoche la tête et ne dit rien. Après un moment, elle se lève, vient s'asseoir à côté de moi et pose sa main sur la mienne. Alors peu à peu, la prison va s'ouvrir, quelque chose va se réparer. Il faudrait peut-être que tu nous en dises un petit mot de ce peu à peu et de ce chemin à partir de ce que tu viens de lire là. Comment ça va progresser? Alors l'accueil d'emblée a été radicalement différent de ce que j'avais connu. Quand j'étais à l'hôpital, je pressentais vraiment que la technique ne pouvait rien pour moi et j'avais besoin que quelqu'un vienne me rechercher dans cet enfermement dans lequel j'étais, que quelqu'un s'asseye, prenne le temps d'être avec moi le miroir de mon propre chemin. Je ne savais pas si un lieu comme ça pouvait exister, mais en tout cas, je sentais bien intérieurement que c'était ce dont je pouvais avoir besoin. Et c'est tout de suite ce que j'ai rencontré là-bas. Alors c'est vrai que dès que je suis arrivée, il y avait beaucoup de chaleur, il y avait une approche qui ne disait pas « on va soulager les symptômes ». C'était, je pense que c'est le docteur Lapointe qui disait ça hier pendant la conférence d'ouverture, c'était plus on va soulager les symptômes, c'était on va aller rejoindre quelque chose de beaucoup plus viscéral que ça, quelque chose de beaucoup plus profond qui va permettre un travail de réinterprétation de soi dans le monde, de sa place au monde. Qu'est-ce qui s'est figé? Alors on va chercher ensemble, qui me disait. Et ce qui était très beau aussi, c'est qu'ils m'ont jamais dit on va te montrer le chemin. On en parlait hier aussi, le docteur Lapointe en parlait hier aussi. Ça a toujours été on va marcher 2 cm en arrière de toi. Et toi, tu vas trouver, parce que les ressources sont en toi, c'est juste qu'elles sont bloquées par des chemins qui sont devenus impossibles, mais tout est là. Simplement pour ça, on a besoin d'un miroir, de quelqu'un qui cherche avec soi. Et quelque chose en tout cas qui pour moi m'apparaît comme très clair, c'est qu'on ne peut pas revenir au monde tout seul. On ne peut pas venir au monde tout seul et puis on ne peut pas revenir au monde tout seul non plus. Et j'ai d'emblée trouvé ce soutien très différent qui disait chaque patient est unique, chaque patient a besoin de choses différentes, on a certaines choses, on a un cadre à proposer, mais on va vraiment chercher avec toi ce qui va te permettre de retrouver le toi-même enfoui. Dis-moi, quel est le premier son qui t'est revenu? Parce que tu n'entendais plus rien, hein? Oui, alors je crois que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, que ça se passait en anglais. Tout ça se passait en anglais. Moi, j'avais quelques restes de l'école, mais mes chemins de pensée en français étaient complètement coincés, je crois. Et donc, j'ai pu réinvestir une langue assez neuve pour moi, qui n'avait pas de poids affectif obscur, lourd, comme le français l'était devenu, même si j'adore la langue française. Et donc, le fait de pouvoir me replonger
comme un enfant dans un environnement mais linguistique aussi neuf, de pouvoir réinvestir le langage d'expériences plus porteuses. Ça, je crois que c'est le premier son qui m'est revenu. Du coup, l'anglais est devenu quelque chose de très doux pour moi, de très berçant. Et le premier goût? Le porridge. Non, je pense que la première chose qui m'a tirée vers le monde, donc à un moment donné, je suis restée pendant presque 1 an avec des personnes qui venaient près de moi. J'allais au centre de consultation tous les jours, mais j'habitais dans une espèce de chalet où mes parents sont venus, puisque pendant la première année, je n'étais pas capable de rester seule. Et puis j'ai des amis qui sont venus, des oncles, des tantes, les gens sont un peu relayés pour me tenir compagnie pendant que je faisais tout ce travail de vie. Et puis, avant d'avoir un appartement pour moi seule, je suis allée 1 an après ça dans un bed and breakfast où j'ai pu servir les petits déjeuners, voilà, un petit peu me réapproprier le monde. Et là-bas, je sais bien qu'un jour, parce qu'il n'y a plus rien qui m'appelait du monde extérieur, quand je m'éveillais, je devais me faire me lever pour affronter la journée qui venait. Et voilà que là, tout à coup, j'entendais les oiseaux, il y a le soleil qui petit à petit venait me réveiller le matin, et ça, c'était très gai de pouvoir enfin être tiré par les énergies du monde, parce que quand on doit tout produire soi-même, c'est juste épuisant. C'est le moment peut-être que tu nous dises un tout petit extrait de ce retour au monde. C'est très très beau. Je suis allongée sur une table de massage. Les mains dans mon dos se meuvent en gestes lents et enveloppants. Parfois je les sens, parfois pas, mais je me concentre pour diriger mon attention vers leur contact sur ma peau. J'essaie d'écouter les mains, leurs dessins. Je les sens, puis je les perds, les ressens, les repères. Elle, la masseuse, se racle la gorge, tout saute, inspire. Et soudain, elle se met à chanter. Au début, elle muse, une phrase, quelques mesures, comme elles lui viennent. Puis sa voix s'assure et gagne en volume. C'est une voix douce, brisée par moments d'imperfection chaleureuse, et je l'écoute dans mon silence. Il ne le casse pas, il l'amplifie. Elle chante pendant 1 heure, et les vibrations de sa voix, mêlées au pétrissage de ma chair, me glissent peu à peu dans une torpeur de plumes. Ma tête s'assouplit dans cette détente. Une chaleur liquide qui se déverse et se répand dans mon corps. Dehors, derrière la fenêtre, j'entends le vent dans les feuilles, les aboiements des chiens, le roulement des voitures, des gens qui s'interpellent, les bruits du monde, élémentaires, sur fond de silence intérieur. Les bruits du monde, je les entends. Caroline, ce printemps revenu en toi, il semble que c'est manifeste. Tu veux l'élargir aujourd'hui, tu veux qu'il serve à d'autres. C'est ici que nous faisons le lien avec ce congrès, avec les soins palliatifs, mais avec d'autres blessures aussi. Alors, comment est-ce que tu vois cela? Qu'est-ce que tu souhaites dans cet élargissement? Qu'est-ce qui aide à cet élargissement? Qu'est-ce qui aide à ce relèvement? Parce que c'est un véritable relèvement que le tien. Je pense qu'une des premières choses, justement, comme on disait tout à l'heure, sans doute, c'est de ne pas essayer de revenir au monde tout seul. Et je me dis qu'il y a plein de manières de venir au monde. Même quand le corps s'en va, l'être peut profondément trouver sa place au monde d'une manière autre. Alors, le fait d'avoir eu justement des personnes qui me prêtaient leur regard pour que je puisse m'y trouver, comme on dit, prêter son appareil psychique en psychanalyse, mais qui me prêtaient leur regard pour que je puisse utiliser ce qu'elles voyaient de moi pour essayer de m'acheminer vers ça. Ça, pour moi, ça a été fondamental. Une autre chose, c'est qu'on ne se trouvait jamais derrière un bureau à parler de manière un peu froide et distante. Il y avait toujours, on n'oubliait jamais le corps et la parole donnée à l'archaïque. Et moi, les mots n'avaient plus aucune signification. Dans ce que je vivais, les mots étaient devenus des formes vides. Un verre, c'était juste V-E-R-R-E. C'était plus lié aux références qui font nos repères dans la vie de tous les jours. Et le fait qu'elle me laisse redescendre dans quelque chose de beaucoup plus archaïque m'a permis de sortir du rationnel enfermant pour petit à petit redonner la parole à des courants beaucoup plus originels en moi. Ça, mais tout ça ne se fait pas en un jour. Hein. C'est un long chemin de revenir à soi. J'ai souvenir qu'un jour, lors d'un de nos débats, je l'ai noté, ça m'avait terriblement marqué, ça me poursuit encore. Tu me dis, l'absence de soi est d'une légèreté terrifiante. L'absence de soi est d'une légèreté terrifiante.
Ça mérite vraiment un mot d'explication. Hein. C'est vrai que je n'avais pas l'impression d'être chargée d'un fardeau, comme quand on est dans un processus de deuil ou comme quand on a des choses lourdes à porter, on sent que c'est lourd, mais c'est de la substance et ça nous ancre. Moi, le problème que je ressentais, c'était que j'étais devenue trop légère, pas seulement parce que j'avais 35 kilos, mais parce que je n'avais plus la substance qui manquerait au monde. Donc en fait, mon fardeau, c'était le vide. Alors, comment est-ce qu'on peut soulager quelqu'un du vide? On ne sait pas le prendre pour lui, on ne sait pas lui dire de le déposer chez nous. Enfin, ce qu'il y avait, c'est que j'avais besoin de quelqu'un qui me rende corps. Et c'était ça l'enjeu. C'était pas de soulager une douleur, c'était de me rendre corps. C'est une expression que moi j'aime beaucoup, rendre corps. Et nous avions envie tous les deux, ce matin, de vous partager quelque chose que nous venons de vivre et qui est bouleversant, mais que vous pourriez vivre aussi. C'est un film qui vient de sortir d'un très très grand réalisateur français, Jean-Pierre Améris. Vous connaissez le film exceptionnel qu'il a fait sur les soins palliatifs il y a 10 ans, avec Jacques Dutronc dans le rôle principal, et où les rôles secondaires sont joués par des personnes qui vont mourir quelques semaines plus tard. C'est vraiment assez extraordinaire. Mais Jean-Pierre Améris vient de sortir, il y a quelques semaines, ça tourne à travers le monde pour l'instant, Marie Heurtin. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui est sourde et aveugle, qui est muette aussi, et qui doit réapprendre à parler. C'est un film bouleversant, où dans le film et dans la réalité, ça se passe à la fin du 19e siècle en France. C'est très très proche de Miracle en Alabama, hein, si vous vous rappelez cette formidable histoire avec Hélène Keller. C'est pratiquement la Hélène Keller française, cette Marie Heurtin. Et Jean-Pierre Améris va réussir à nous montrer ce personnage formidable de sœur Marguerite, qui, contre l'avis de sa supérieure, va dire « Je pense que je peux ramener cette petite sauvageonne à la vie, qu'elle peut à nouveau communiquer. » Nous avons rarement vu un film aussi fort sur le rôle du toucher, sur le combat du corps à corps pour faire sortir le démon de la maladie quand il entre en nous, sous quelque forme que ce soit. Et il y a notamment dans ce film des scènes de toute beauté, même si elles sont très rudes, Caroline, sur les cheveux. Et c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué. C'est vrai, c'est un film formidable en ce que cette religieuse voit un être intact derrière cette petite fille qui n'a l'air d'avoir rien d'intact. On ne sait même pas si elle a une intelligence ou une conscience, parce que tout ce qu'elle fait, c'est courir dans tous les sens et crier. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un corps à corps entre les protagonistes qui fait que cette religieuse qui l'accompagne, au départ, elle ne parvient même pas à la coiffer. La jeune fille n'a même pas de conscience incarnée de ses repères. Et donc, elle ne peut pas simplement supporter une robe, des chaussures. Et donc, il y a tout un long passage où on voit qu'elle essaye simplement de la coiffer. Et ça prend du temps, et ça prend de la répétition. Et à un moment donné, elle commence à 9h du matin après le déjeuner, et elle recommence encore le lendemain matin après avoir essayé de la coiffer pendant 12 heures. Et finalement, épuisée, la jeune fille se laisse coiffer. Et alors, à ce moment-là, on voit qu'elle lui passe une robe, qu'elle lui met un ruban, qu'elle lui met des chaussures, et c'est une scène magnifique. Mais ce corps à corps, pour donner à l'autre la conscience de là où il est, je trouve que c'est très marquant dans ce film. Et ça... Mais c'est très marquant dans ton histoire aussi, puisque tu nous racontes et tu dis dans le livre à quel point tes thérapeutes se sont engagés dans ce corps à corps. Absolument. Donc, même quand je me tenais debout, parfois j'avais tellement de choses lourdes dans ma tête. Enfin, c'était tellement une espèce d'ivresse constante alors que mon corps était un peu vide, que parfois j'avais besoin de m'asseoir par terre. Et donc j'arrivais parfois à ma consultation avec ma thérapeute, qui est une dame extraordinaire qui s'appelle Mona. Et moi, je m'asseyais par terre. Et c'est une dame un peu forte, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle m'a rendu corps. Mais elle ne restait pas comme ça assise dans son fauteuil. Elle venait s'asseoir à côté de moi, par terre. Et donc, quand j'avais des forces un peu intérieures qui voulaient me faire sortir de ma boîte, elle me tenait au sol. Et c'est vrai que ce poids qui me ramenait physiquement à terre me faisait du bien. On m'aurait juste dit « reste là, essaye de te centrer, etc. » Ça n'aurait pas été suffisant. Il fallait qu'on me le remontre, que quelqu'un me remontre ce que je ne parvenais plus à faire pour moi-même. C'est-à-dire, ça ne va pas de soi, hein, ce corps à corps, ce toucher, accepter ce toucher.
Moi, j'ai souvenir d'un de mes vieux professeurs à qui j'ai succédé à Louvain, que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui avait une vie d'aventurier incroyable. Il avait été espion pendant la guerre 40-45. Il avait pris tous les risques. Et quand il se trouve en soins palliatifs à l'hôpital, il ne supporte pas une fraction de seconde qu'on ose le toucher. Même une infirmière ne pouvait pas lui faire une piqûre. Hein. Le toucher, c'était insupportable. Donc, c'est très délicat, le toucher. Il y a beaucoup de tact à avoir là-dedans. Oui, c'est vrai. Enfin, vous l'expérimentez sûrement dans votre pratique. J'imagine que c'est plus presque un art qu'une technique. Alors qu'il y a des techniques de massothérapie, etc., qui peuvent aider. Mais il y avait un art de toucher de ces personnes qui m'ont accompagnée. C'était pas, je recevais des massages aussi, mais en dehors du centre. Voilà, ça c'était pour essayer d'avoir des moments un peu de calme et d'apaisement, puisqu'on essayait de supprimer de plus en plus mes médicaments. Et donc voilà, le massage fait qu'on se sent plus paisible. Mais elles avaient une manière de toucher qui était en même temps tellement contenante et en même temps très tendre, simplement passer une main sur les cheveux, simplement entourée d'une manière qui fait qu'on pouvait se déposer dans ce toucher-là. Le sculpteur Rodin, il a une expression que moi je trouve extraordinaire. Il dit « Je travaille dans un bloc de sentiments ». On le voit hein, avec un grand bloc de pierre ou un grand bloc de marbre en train de sculpter. Et à un moment donné, on va avoir le miracle du baiser de Rodin. Je travaille dans un bloc de sentiments. Moi je me dis qu'en soins palliatifs, mais ça peut être vrai dans d'autres types d'expériences, dans d'autres types de vécus, lorsqu'on touche, on travaille véritablement dans un bloc de sentiments. C'est très très délicat. Ça veut dire aussi que toucher l'autre d'une certaine manière, c'est presque créer une œuvre d'art. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a les mains, il y a le toucher, mais il y a aussi sans doute tous les sens. C'est vrai. Il y a la manière d'approcher physiquement, et puis il y a la manière simplement de parler même. Ma thérapeute Peggy-Claude Pierre disait souvent que certains de ses patients ne parvenaient à l'entendre, ne comprenaient ce qu'elle disait que quand elle chuchotait. Parce que sinon, c'est comme si les pensées envahissantes bloquaient tout ce qui ne se glissait pas à eux de manière vraiment presque subtile, presque sournoise, à l'insu des pensées envahissantes. Il fallait qu'elles chuchotent pour que ce soit audible. Et par contre, à l'inverse, je ne sais pas, vous connaissez peut-être le livre « Moi, l'enfant autiste » de Sean Baron, qui a écrit sur son parcours d'enfant autiste, et puis il a réussi à écrire une autobiographie là-dessus. Et lui, il dit qu'il n'entendait sa mère que quand elle criait. Or, on voit, il y a des pages où sa mère écrit, où elle se sentait terriblement coupable de crier comme ça sur son enfant qu'il n'entendait pas. Et lui, voilà que c'est ces seuls moments-là qui lui rappelaient qu'un monde existait en dehors de lui. Donc je me dis que c'est sans doute aussi une question d'improvisation en contexte, qu'on peut avoir des outils dans sa valise, mais lequel est-ce qu'on utilise quand on joue cette musique-là avec quelqu'un? C'est vrai que c'est une manière artistique d'être en lien avec l'humain, parce que sans doute qu'au fur et à mesure de la jouer, on parvient à développer des nuances qu'on fait qu'on sent que c'est plus staccato maintenant, ou plus allegro, ou plus léger, que ça dépend un petit peu de ce dont la personne en face de nous a besoin. Caroline, quelque part dans ton voyage au bord du vide ou au bord de la nuit, tu nous dis, j'ai cité ça m'a beaucoup touché, il y a une guérison dans le fait d'être malade. Je crois que ça mérite quand même un petit prolongement, là. Il m'arrange, hein. J'ai pas vu toutes les questions. mais oui. Mais je crois que c'est très très vrai, en fait. Moi, j'avais vécu toute mon enfance et mon adolescence en me sentant aimée pour les performances que je pouvais avoir. J'étais une bonne petite gymnaste, j'étais une bonne petite élève, je faisais tout bien. Et je crois que quelque part là-dedans, mon être s'était perdu, manifestement. J'étais dans quelque chose d'une tentative de conformité. Alors, est-ce que c'était ce que mon environnement demandait, ou est-ce que c'était ce que j'imaginais que mon environnement demandait? Voilà, mais peu importe. Ma personnalité faisait que j'essayais de coller à quelque chose de conforme. Et puis, au fur et à mesure, à force de n'être plus rien, d'une certaine manière, de n'avoir plus rien à montrer, de ne plus être capable d'aller à l'école, de ne pas pouvoir construire ma vie d'adulte, de ne pas avoir une relation affective, de sortir de l'hôpital psychiatrique et de ne plus avoir de mémoire, enfin, c'était quand même difficile. Et là-dedans, alors que j'avais plus aucune performance et plus aucune armure, j'ai été rejointe et je me suis sentie aimée pour ce que j'étais. Et ça, je pense que c'est une expérience qu'on n'oublie plus jamais dans sa vie, parce qu'on sait
que finalement la vie, on n'a quand même pas grand-chose à prouver et pas grand-chose à perdre quand on s'est senti aimé dans ce qu'on était de la manière la plus authentique. Bien sûr, mes parents m'aimaient et ils ne savaient pas que j'étais dans ce jeu de performance-là, mais que des gens aient pu me rejoindre dans un espace intérieur où j'étais juste là pour vivre, pour rien d'autre. En fait, c'est juste ça qu'on doit faire, c'est vivre. Ça, je pense que ça m'a vraiment permis de faire un passage vers la vie qui est un devoir et puis la vie qui devient un désir, et qu'une toute petite flamme puisse se remettre en route. Il y a en fait un double aspect dans cette grande traversée de la mélancolie, de la dépression, un aspect qu'on peut appeler négatif. Yves Prigent, le psychiatre Yves Prigent, parle de la maladie de l'homme dispersé, et nous savons bien que la maladie nous disperse, toute forme de maladie, mais il y a aussi des forces très, très souterraines, presque printanières, qui travaillent à nous remettre au monde dans cette maladie-là, dans cette traversée-là, non? Si, et c'est vrai que dans le fait d'avoir perdu tout à un moment donné, moi j'ai fait l'expérience intérieure d'un espèce d'inaltérable qui n'est pas quelque chose que je peux produire, qui est quelque chose qui me venait de sources que je ne connaissais pas avant la maladie. Et le fait d'avoir baissé toutes les armes, il y a cet inaltérable qui venait me réveiller à moi-même. Et c'est vrai qu'en ça, il y a une confiance après dans la vie qui est sans doute très différente, puisque même quand moi je ne peux plus rien lui donner, elle peut quand même venir me rechercher, pas dans mon corps, mais dans mon être, dans quelque chose qui m'est donné de plus grand que moi. Et ça, c'est sans doute ce côté printanier-là, de la fêlure. Et j'aime bien ce que vous dites, que la maladie peut ouvrir aussi des failles de renaissance. Parce que c'est vrai que quand on est dépouillé de tout, et que la vie commence à revenir, je crois que moi, c'est moi là où la vie a commencé à me réhabiter, mais où j'avais rien à prouver, aucun rôle dans lequel je me trouvais. L'expérience de cette nudité-là et de ce dépouillement-là fait que la moindre chose qu'on savoure devient une merveille. Je prenais le bateau à Victoria parfois pour aller manger des huîtres qu'on venait de pêcher au bout du port. Il y avait du soleil comme ça sur la mer et ça m'atteignait, ça me rejoignait enfin. Et je me disais, mais il n'y a rien d'autre dans la vie qui compte. Et donc oui, ces failles-là de renaissance qui viennent à travers la traversée, sans doute que ça a beaucoup d'impact. Si je reviens encore un moment au film de Jean-Pierre Améris, Marie Heurtin, tout le film est un film de remise au monde. Cette religieuse absolument extraordinaire, elle porte en elle, j'allais presque dire dans son ventre, cette petite fille qu'elle va remettre au monde. Est-ce que finalement, toutes nos grandes histoires de traversée ne sont pas des histoires de grossesse, des histoires de portée? Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que nous pouvons mettre au monde la souffrance, que nous la portons, que nous en sommes gros et que nous avons d'une certaine manière à en accoucher? J'aime bien l'expression de porter, ça me fait penser à une sculpture amérindienne qui se trouvait dans le hall d'entrée du centre qui m'accompagnait au Canada. Et c'est vraiment cette idée de porter, c'est un dauphin qui porte sur son nez un petit dauphin qui vient de naître. Et en fait, l'histoire qu'elle a derrière, c'est un sculpteur amérindien qui l'avait offert à ma thérapeute. Et l'histoire veut que, je crois que c'est même réel dans la nature, les mères dauphins accouchent au fond de la mer, au fond de l'océan. Et après l'accouchement, elles n'ont plus la force d'elles-mêmes porter les dauphins qui doivent aller prendre une première inspiration à la surface. Et donc, c'est une sœur, une tante, quelqu'un du clan, du banc de dauphins, qui n'a pas elle-même accouché à ce moment-là, qui doit prendre le bébé dauphin pour l'amener à la surface et lui permettre de respirer. Et si cet autre dauphin ne fait pas ça, ben, le bébé dauphin ne survivra pas. Donc, je me dis que parfois, on peut devoir être enfanté plusieurs fois, que l'enfantement par nos parents n'est pas toujours suffisant, qu'il y a certaines parties de notre être qui demandent peut-être qu'on soit mis au monde une deuxième, une troisième, peut-être une quatrième, cinquième, sixième fois, et d'être enfanté à respirer aussi. Pour moi, c'est presque une manière magnifique de parler des soins palliatifs, hein, parce que je pense que les soins palliatifs, c'est précisément mettre au monde et enfanter jusqu'au bout, c'est donner souffle jusqu'au bout. C'est bien ce qui est exprimé admirablement dans le film de Jean-Pierre Améris, C'est la vie, hein, et où on voit que ceux qui jouent leur propre rôle et qui ont une telle envie de jouer leur propre rôle retrouvent un souffle incroyable avec les acteurs professionnels dans leur manière d'enfanter leur propre existence jusqu'au bout.
Ça, c'est la prise de risque aussi. Hein. Oui. Je me dis, on est quand même dans un monde, dans une société et dans un monde médical tellement cadenassé au niveau de la prise de risque. On préfère, en psychiatrie en tout cas, mettre des gens dans des chambres d'isolement avec des sangles pour ne pas prendre le risque qu'ils se blessent. Mais est-ce que pour que le désir de vie renaisse, est-ce qu'il ne faut pas aussi que le risque soit possible ? On demandait à ma mère justement si elle ne trouvait pas ça un peu fou. D'ailleurs, la psychiatre de l'hôpital où j'étais ne voulait absolument pas que je parte au Canada tout au bout du monde dans l'état dans lequel j'étais. Et ma mère s'est dit, mais là, on est en face de 2 risques et il va bien falloir en choisir un. Soit on risque qu'elle reste ici dans une sécurité plus matérielle, mais moi j'allais finir de toute façon par pas supporter cette vie-là. Soit on prend un risque qui va peut-être remettre des choses en jeu. Et c'est vrai que le film de Jean-Pierre Améris, c'est quand même très audacieux de proposer à des personnes en soins palliatifs de jouer leur propre rôle, d'oser un poids de fracture qui leur permet en fin de vie de vivre encore pleinement. Et moi, je me dis quand même que tant qu'on ne peut pas accueillir sa propre mort, sa propre finalité, on ne sait pas vivre pleinement. Peut-être une des choses aussi que je souhaiterais partager, mais dans cette dynamique-là de remise au monde, de remise à neuf, moi, j'avais tellement peur de la mort parce que j'avais peur que mes proches n'en souffrent terriblement si je mourais. Et à un moment donné, je sais bien que ma mère, encore une fois, m'a dit quand j'étais au Canada, mais si tu ne t'en sors pas, si c'est pas possible de vivre, et il faut bien choisir son moment, parce qu'elle m'aurait dit ça 2 ans avant, je me serais dit, vaut mieux que je parte, parce que j'embête tout le monde, moi, ici. Mais elle m'a dit, si tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, je le comprendrai. Et ça m'a bizarrement, terriblement libérée. Je me suis dit, si je peux mourir, ben alors je peux vivre, étrangement. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans l'accueil de sa mort qui fait qu'il y a autre chose qui peut se mettre à vivre et à battre. En tout cas, dans mon expérience. Merci Caroline, et merci à vous. Qui m'a offert ce beau cadeau d'être là ce matin à côté de vous? Qui m'a offert ce grand cadeau? Mes mots seront pâles à côté des vôtres, mais mon cœur s'est agrandi à côté du vôtre. Je peux vous le dire. D'avoir eu accès à votre intériorité, avec des mots, mais des mots pour nous dire. Je dois aussi rajouter des mots qui nous guérissent nous-mêmes. Des mots qui vont nous aider incroyablement à continuer d'accompagner l'autre dans l'impasse, dans le silence, dans sa solitude et dans la nôtre. Je dis parfois, quand on entre dans la chambre d'un grand malade, je dois mettre ma petite jaquette bleue à l'intérieur de moi et essayer vraiment de rejoindre cet être avec la plus grande délicatesse possible. Et ce matin, vous nous avez vraiment aidés à comprendre ce qu'on peut ressentir dans l'impuissance, la solitude, encore une fois, et cette présence qui est très importante pour les personnes en soins palliatifs, c'est d'être présent à l'autre, sans pas trop savoir quoi dire. Mais quand on vous écoute, on comprend tellement que la relation prédomine, n'est-ce pas, sur toute autre façon d'être, et que le chemin de création se fait justement à 2. Vous disiez, on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas d'aide, au fond. Et que vous ayez ouvert la porte, c'était déjà très important pour vous, on le sent bien.
Vous aviez pensé à choisir autre chose que la psychologie ou c'était clair que vous en alliez vers la psychologie? En fait, comme vous en êtes rendu compte, rien n'était clair à 18 ans quand on est censé choisir des études. Oui. Donc je ne savais absolument pas ce que j'avais envie de faire comme métier. Absolument Non, ouais. pas. Et j'ai repris la psychologie il y a 5 ans, enfin il y a 6 ans, j'ai terminé l'année dernière, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Liège. Et j'ai recommencé ces études-là en revenant du Canada quand je suis rentrée après 4 ans de thérapie. Et puis je suis restée 2 ans sur place aussi pour me réessayer dans le monde sans les thérapeutes, pour voir comment ça se passait. Et quand je suis rentrée, c'est vrai que j'étais très attirée par le fait de reprendre des études de psychologie pour comprendre ce que d'autres avaient vécu, pour élargir un peu au-delà de moi. Mais au départ, je ne savais pas si ça allait être pour en faire mon métier. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment été passionnée par ces études-là. Elles venaient vraiment rejoindre quelque chose qui m'habitait depuis longtemps. Être assistante bénévole à l'Arche, c'était déjà cette volonté du soin à l'autre. Et donc finalement, c'est les années un peu les plus noires de ma vie qui m'ont menée à une profession que j'aime beaucoup. Elle a fait un mémoire sur la schizophrénie, Oui. qui est considérée par les professeurs comme quelque chose d'extrêmement rare, où elle révèle une manière de rencontrer la schizophrénie par des voies qui sont très peu explorées en Europe. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Alors, je dois vous dire sincèrement que les gens qui vont croiser votre chemin auront beaucoup de chance. Vous êtes un être complètement lumineux et c'est extraordinaire tout ce que vous avez traversé, relevé et ce qui vous a transformé et qui nous transforme aujourd'hui. Hein? Vous voyez le chemin que ça peut faire, tout ce que... Alors, moi, j'ai eu le privilège de lire votre livre et je crois que le chant est guérisseur aussi. Hein? Quand cette dame a chanté à côté de vous, il y a quelque chose qui vous a aussi beaucoup aidé. Et vous chantez vous-même. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, quand elle a osé chanter, c'est quelqu'un en fait avec qui je prenais des cours d'improvisation vocale. Parce que après à peu près 2 ans en thérapie, le centre où j'étais m'a proposé vraiment d'ouvrir mon horizon et d'essayer d'aller dans la ville de Victoria, donc hors du centre, parce qu'après l'horizon doit s'élargir. C'est bien d'être dans une petite bulle protectrice, mais après il fallait que je me réessaye dans le monde. Et donc par le biais de l'art, c'est vrai, il y avait de la peinture, j'ai fait de la danse et de l'improvisation vocale. Donc elle savait que le chant était quelque chose d'important pour moi, mais qu'elle ose, parce qu'elle était massothérapeute par ailleurs, qu'elle ose se mettre à chanter dans un jour en plus où moi-même j'avais beaucoup de mal même à m'exprimer, à parler, il y avait beaucoup de bruit dans ma tête. Le fait qu'elle ose ça, je me dis, c'est vraiment les chemins de création. Il y a une liberté, je ne sais pas si c'est au Canada aussi, mais qu'en Europe en tout cas, on n'a pas toujours. On reste cadenassé, on est chanteur, ou on est psychologue, ou on est médecin, mais si on mélange un peu tout ça, les gens, c'est un peu suspect. Et moi, j'ai rencontré quand même... S'asseoir par terre aussi, parfois. C'est beau. Mais moi, je trouve ça génial. Il y a bien des oncologues clowns. Voilà, mais d'oser sortir de ces carcans-là et de se dire que pour rencontrer l'autre dans toutes ses dimensions, on peut soi-même être dans toutes ces dimensions. J'aime aussi beaucoup ce que vous avez dit à propos de combien c'est important que quelqu'un cherche avec nous. Hein? Peut-être qu'on est des co-créateurs de ce qui va venir entre nous lorsque la relation est bien établie et qu'on sent qu'on est des chercheurs ensemble. Et en même temps, cette capacité de créer sur place. Hein? Comme vous le dites, elle n'est pas improvisée. Je crois qu'elle est aussi, elle contient tout ce que nous avons vécu, appris comme soignants pour être capable d'accompagner des personnes qui souffrent. Alors, cette façon d'être qui naît tout d'un coup dans la chambre avec quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, ça vient de tout ce qu'on a porté avant et ce que vous nous offrez ce matin, ça va aussi nous porter, hein, parce que des présentations comme vous venez de faire, c'est unique pour nous et ça veut dire que nous sommes habités maintenant, hein, par votre histoire et c'est aussi ça qui va nous permettre de créer sur place, hein,
avec d'autres personnes qui souffrent et ça demande beaucoup d'intuition, une intuition fine, beaucoup de patience, même dans un temps court, parce qu'en soins palliatifs, nos rencontres sont brèves, mais je pense qu'on n'est pas dans la longueur de temps avec quelqu'un là. Parfois, je me dis que c'est la confiance aussi en soi, en tant que soignant, oui. qui manque, en ces ressources humaines, oui. qui font qu'on se verrouille parfois dans des choses un peu techniques, qui ont leur place et leur importance aussi. Oui. Mais je me dis, si on avait pleinement confiance dans le fait que soit en tant qu'être humain, bon, en marchant simplement à côté de quelqu'un, le miracle de la relation va s'opérer et que l'autre va pouvoir rentrer en lien avec lui-même, on aurait moins peur, du coup on serait plus en lien et quelque chose de plus réel pourrait se passer. Ah oui, tout à fait. Vous savez, on m'a dit qu'il y avait quand même un micro de disponible et moi, je suis censée représenter ce que vous auriez envie de lui demander, de lui dire. Et je suis certaine que vous avez peut-être un commentaire à lui faire qui vous ferait plaisir et qui lui ferait du bien, parce qu'elle nous a fait tellement de bien par sa venue ici. Est-ce que vous aimeriez quelqu'un aborder un commentaire? Nous, on ne voit pas d'ici qui est au micro. Alors, commencez à parler si vous êtes là. Je suis là. Bon, alors dites-nous quelque chose. Une voix sortie de l'obscurité. Et voilà. La voix sortie de l'obscurité. Il y en a encore. C'est Louise Lafontaine. En fait, je suis vraiment contente de vous avoir avec nous. Merci, Madame de Montigny. Vous représentez, vous témoignez exactement du thème dont je suis un peu la responsable, malheureusement ou heureusement, de cette intégration. À la fois, vous êtes témoin pour nous comme soignants, à l'endroit de nos soignés, mais aussi vous témoignez pour nous, les soignants, dans notre propre vie. J'ai l'habitude de dire que nos outils techniques, on devrait les laisser dans notre sac à dos et que nous devrions approcher la personne, qu'importe la place que nous occupons dans les équipes, d'abord comme être et à la rencontre d'un autre être. Et ce que je retiens aussi, c'est que c'est cet espace, cette force de lien, de reconnaissance de l'identité de ce que l'autre est, au-delà du corps que l'on voit en soins palliatifs, amoindri, affaibli, dans votre cas, au-delà de la pensée perturbée, être capable de reconnaître l'autre pour ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et de lui dire effectivement, je suis là. Et cette reconnaissance de l'identité est très puissante à mon sens et permet, comme on le dit en soins palliatifs, la guérison. On peut guérir en soins palliatifs. Le corps meurt, mais on guérit l'être. C'est possible. Pas toujours possible, mais c'est possible. Alors, merci de nous avoir partagé cela. Et pour nous, tous qui travaillons en soins palliatifs, je pense qu'on pourra transposer ces savoirs dans nos champs pour créer. Merci. Je voudrais réagir, oui, avec deux choses. Vous dites on peut guérir en soins palliatifs, évidemment. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à cette pratique-là. Mais ce que je sais, c'est que quelque chose qui me semblait complètement antinaturel, c'est que j'allais mourir en étant morte. Ça n'allait pas. Quand mon corps était tellement maigre que finalement, physiquement aussi, la mort était un risque. Je me disais, d'accord, de toute façon, c'est trop dur. Un jour, je veux bien mourir, mais d'abord, je voudrais mourir vivante. J'avais l'impression que le processus de mort ne pourrait s'accomplir de manière sereine que si j'étais vivante. Mais pour rebondir sur ce que vous dites. Juste un petit mot encore. Ce qui est beau dans, finalement, le mot « guérir », vous le disiez tantôt, mais comme soignant, comme intervenant, comme accompagnant, je pense qu'on ne doit pas,
bien sûr, forcer aucune guérison, c'est ça aussi, parce que regardez comment c'est beau ce qu'elle en dit. Elle dit, en parlant d'une personne qui est à ses côtés, elle me laisse raconter mon univers et regarde avec moi simplement. Elle n'essaie pas de colmater les brèches. Rien ne pèse dans son écoute, peut-être même pas même l'exigence de guérir. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on guérit, parce qu'on ne sent pas que l'autre exige rien de soi. C'est très vrai. Et j'aimais bien ça, ce que le docteur Lapointe disait hier, c'est qu'en soins palliatifs, il n'y a pas l'exigence de guérir. Alors forcément, il y a quand même toute une technique pour soulager la souffrance, etc., que je ne connais pas. Mais quand on ouvre l'espace de la non-exigence de guérir, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient au monde. Mm-hmm. On ne voit pas très bien, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est... Oui. Oui, alors on vous écoute. Georges-Émile Bourgault, je suis pharmacien. Merci beaucoup de votre témoignage. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je me souviens de paroles l'an passé au congrès de M. Tchotchinov qui parlait de l'importance, à l'entrée dans la chambre d'un malade, de lui demander d'une certaine façon ce que le malade attend de nous comme professionnels. Et j'aimerais vous entendre sur cet aspect-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas demandé peut-être cette question-là? Est-ce que vous auriez pu y répondre? Est-ce que vous y avez répondu peut-être à votre manière? J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus, c'est important pour moi. Merci. Je pense, oui, que je l'ai beaucoup dit, mais que les équipes en psychiatrie étaient un peu sourdes. Alors, je ne dis pas qu'elles n'ont pas de vraies oreilles aussi, mais ce qui est très difficile, je pense que la conjoncture, les contingences de soins sont tellement difficiles que, en tant que soignants eux-mêmes, sans doute qu'ils n'avaient plus le temps d'ouvrir leurs oreilles pour les personnes qu'ils accompagnaient. Je sais bien, parfois, on faisait la file dans le couloir pour aller voir le psychiatre, mais on était 20. On n'avait pas d'heure de rendez-vous parce que, de toute façon, on était là, qu'on se disait, donc on pouvait attendre un petit peu. Mais je veux dire, il y a une telle pression, parfois, sur les équipes soignantes, avec je ne sais pas combien de patients dont il faut s'occuper, etc., que peut-être on n'a pas le temps de s'asseoir et d'ouvrir ses oreilles. Et ça, je me dis que c'est aussi des choix politiques qui doivent se prendre à un niveau supérieur. Enfin, c'est pas chaque petite équipe qui peut trouver des budgets, mais que le soin, que l'humain soit remis, on l'a dit hier aussi, mais soit remis vraiment à une place fondamentale, essentielle. Une machine électrochoc, ça coûte très très cher, donc forcément, après, il faut la rentabiliser. Oui, mais cet argent-là de rentabilité, ça aurait peut-être pu être mis en moyens humains. Alors c'est vrai que là, on m'a pas vraiment demandé ce dont j'avais besoin. On m'a dit qu'on savait ce dont j'avais besoin. On m'a dit c'est vrai, c'était des professionnels qui étaient habitués, donc j'avais ça comme symptôme, on allait les soigner de telle manière, il fallait pas que je m'inquiète. Ça se voulait rassurant, mais moi ça me rassurait pas du tout, puisque moi je savais que j'avais besoin d'autre chose. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai été très écoutée au Canada, c'est qu'on pouvait dire, on pouvait être partenaire de sa propre guérison. On n'était pas un objet dans un coin dont on s'occupait comme d'une machine, on était partenaire du chemin qu'on allait faire. Et je pense que l'expertise du patient qui se connaît, qui sait profondément ce dont il a besoin, c'est vrai que c'est à entendre. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Même si c'est difficile, je pense que des conversions sont possibles. Je voudrais vous raconter une toute petite anecdote à propos de Caroline. Nous présentons son livre dans une grande librairie de Liège et je l'interviewe en public dans cette librairie, comme je l'ai fait ce matin. Et les psychiatres qui l'avaient accompagné au tout départ avec les électrochocs étaient dans le public. Je ne les avais plus jamais vus. Et elle ne les avait jamais plus vus. Oui, c'était la première fois qu'elle les revoyait. Mais l'histoire est beaucoup plus belle encore. Ils se sont levés et ils ont publiquement demandé pardon à Caroline en disant qu'ils s'étaient trompés. Voyez la force d'un témoignage. Hein? Mm-hmm. C'est vrai. Et moi, le fait qu'ils disent ça m'a guéri aussi. Ah. Oui, parce que je savais que c'était ni leur faute ni la mienne, finalement. Mm-hmm. C'était une question de contexte. Alors, je pense que ça va bientôt se terminer, mais je ne veux pas avoir le mot de la fin, mais je voudrais quand même vous dire quelque chose.
le passage des électrochocs nous fait mal, mais vous nous avez donné des électrochocs dans le cœur et dans l'âme. Et moi, je me sens complètement boostée par vous. Complètement choquée. Est-ce que je peux... C'est parce que son nom ne figure pas à la librairie, mais à l'heure où mon nom apparaît pour dédicacer, Caroline y sera. Voilà, si ça vous intéresse de la rencontrer. Merci encore au nom de tous pour ce merveilleux partage. Je pense que tous avons apprécié grandement. J'invite maintenant les... Oui, on peut s'applaudir encore. Merci. Grandeur d'âme. Il faut prendre ce que la vie nous donne de bon. C'est vrai. Donc, j'inviterai tous et chacun à se rendre à la pause santé, par la suite à vos ateliers respectifs. Je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de se côtoyer. Soyez riches de vos enseignements.